La recherche scientifique est en premier lieu l'ensemble des actions à mener pour produire et développer des connaissances scientifiques. Bienvenue messieurs et dames, si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise, suivre votre émission Les Panthéons du Savoir. Les Panthéons du Savoir s'est fait l'honneur de recevoir sur son plateau aujourd'hui le professeur Dr Antoine Chimpi Wola, l'ancien secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, avec qui nous allons nous entretenir pendant quelques minutes sur l'avenir de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Je suis passé sur ce plateau accompagné de ma complice de tous les temps, elle c'est Paulette Atoum Onzel. Bonjour Paulette. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien. Je m'en vais dire bonjour au professeur. Bonjour professeur. Bonjour la jeunesse et l'efficacité. Bienvenue sur notre plateau du Panthéon du Savoir. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être avec vous pour qu'on puisse parler de la recherche scientifique. Je pense que c'est des sujets qu'on devrait évoquer un peu plus fréquemment pour réveiller un petit peu les consciences dans notre pays. Le plaisir partagé. Merci de nous avoir honorés. Face à la caméra, professeur Chimpi, parlez-nous de vous. Qui est le professeur Chimpi, son parcours scolaire, académique et de son expérience professionnelle? Alors, moi, j'ai la fierté de dire toujours, je suis un pur produit de la formation congolaise, l'éducation congolaise. Je fais mon école primaire ici, colonie scolaire de Athénée de Mwanda, colonie scolaire de Boma, puis université de Kinshasa. Vous voyez les grands axes. Où j'ai été formé en médecine. Je suis médecin, je suis praticien médecin et pour me spécialiser, j'ai pu aller en Europe pour faire une spécialisation dans ce qu'on appelle les maladies digestives, l'estomac, les intestins, le foie, le pancréas, les hémorroïdes et consorts, et bénéficier donc d'un complément de formation qui était quand même assez conséquente. Par la suite, j'ai pu exercer là-bas pendant plus d'une vingtaine d'années, d'un côté en tant que médecin, spécialiste donc, mais de l'autre en tant qu'administrateur d'hôpital. J'ai été directeur d'hôpital public, entre autres d'un hôpital de 400 lits, pendant plusieurs années en France. Ça vous donne quelques éléments d'expertise et à un moment, il arrive que vous dites, bon, tout ce que je fais là, je le fais chez moi, je ne le fais pas chez moi. Il faut qu'à un moment faire un retour d'ascenseur. Ce pays, le Congo, a beaucoup fait pour chacun de nous. Il est important qu'à un moment ou à un autre, que chacun de nous renvoie l'ascenseur. Donc, dans ma formation là-bas en tant que médecin, j'ai pu aller jusqu'à une formation, une compétence en prise en charge des cancers. Donc, dans ma pratique quotidienne, j'ai fait la cancérologie digestive et je suis membre de la Ligue nationale congolaise de lutte contre les cancers, dont je suis aujourd'hui président honoraire, enfin à l'intérim, le temps qu'on trouve quelqu'un, puisque le président est devenu, a pris la tête du Centre national de lutte contre le cancer, le CNLC. Ça, c'est ma voie de formation, mais en parallèle, j'ai pu continuer ma formation universitaire et scientifique. Je suis professeur d'université, des universités, donc je forme des collègues pour également prendre la relève dans un domaine médical, et dans mes responsabilités en dehors de ma profession d'enseignant, je viens il y a quelques jours de passer le flambeau après avoir été le premier secrétaire général en charge de la recherche de notre pays, parce que c'était le tout premier poste, on pourra y revenir, et ce poste avait été créé donc à l'université de Kinshasa, avant donc qu'on nomme d'autres collègues qui travaillent actuellement dans d'autres universités. Voilà. Professeur Dr Chimpi, d'entrée de jeu, avec vous, nous allons parler de l'avenir de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. De manière synthétique, c'est quoi la recherche scientifique? Voilà, la recherche, en fait, pour le définir, pour l'expliquer, j'ai toujours de prendre des exemples simples. Ça nous permet à nous tous de nous comprendre. Vous voyez, récemment, je vais prendre un exemple, les chefs de l'État prônent l'autosuffisance alimentaire, par exemple. Il aimerait que dans tous les coins du pays, qu'on puisse manger et suffisamment. Donc, on va dire quels sont les produits, les aliments qu'on mange couramment, les épinards, les maïs ou le manioc. Prenons le manioc et on va dire quelles sont les valeurs
comment le manioc peut être un élément de base suffisant pour l'alimentation chez nous. On va faire donc des études sur le manioc. Quelle est sa composition? Qu'est-ce qui nous amène comme valeur nutritive? Combien en moyenne qu'on peut manger tous les jours pour se dire c'est le minimum à manger? Et comment on peut faire pour produire suffisamment de manioc? Si on est dans un coin où le sol n'est pas assez fertile, comment l'améliorer? Toutes ces étapes-là, nous sommes en train de faire la recherche. Mais une recherche appliquée, une recherche qui est là pour répondre à des problèmes qui se posent à la communauté. Je prends un autre exemple. On a entendu parler récemment des maïs qui ont posé problème. Il y avait une carence de maïs. Mais comment est-ce que... Demain, on ne sait pas si ça sera quel autre produit, les manioc par exemple. Exactement, voilà. Et toutes ces questions-là, le maïs, mais les chercheurs, ils vont dire comment on peut manquer du maïs. Les chercheurs vont dire combien de fois on peut cultiver du maïs par an. On sait que dans notre pays, on peut alterner le nord et le sud, donc en 2 fois, et avoir des récoltes qui vont faire qu'on peut avoir des récoltes à longueur d'année. Donc on ne peut pas manquer de maïs. Et lorsque ces maïs sont produits, ont-ils de valeurs nutritives suffisantes pour nourrir nos populations? On va vérifier la quantité de vitamines et tout le reste pour résoudre un problème. Si nous sommes là, que nous avions besoin d'électricité, et puis brusquement le courant coupe, voilà. On ne peut pas être dans la fatalité pour dire qu'il y a une cabine à côté qui devait couper. Non. Les chercheurs, ils vont dire, mais comment est-ce que c'est normal que nous puissions faire cette émission, par exemple, et qu'il y ait une coupure de courant? Est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives? Il y a du soleil chez nous. Est-ce qu'on peut faire des panneaux solaires? C'est-à-dire, les chercheurs, ils doivent être constamment en questionnement pour dire comment on peut résoudre tel ou tel problème. Il y a plusieurs sortes de recherches, hein, la fondamentale, l'appliquée, on va pas aller dans le détail, mais la recherche, c'est ça. Ça veut dire qu'un pays, quel qu'il soit, ne peut pas se passer de la recherche. Ça veut dire qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, elle ne peut pas se passer parce que les questions, même quand vous trouvez une solution à un problème, il y a d'autres questions qui viennent derrière. Vous voyez, on a eu des téléphones. Pour prendre l'image des téléphones au départ, c'était de grosses boîtes que chacun de nous transportait avec lui. Et à l'époque, ça a résolu déjà un problème de communication. Mais les gens de la téléphonie ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à améliorer la recherche pour réduire la taille, c'est devenu miniaturisé, améliorer la qualité de son, améliorer l'utilisation et on a rajouté des préciations. C'est de la recherche. Donc ça vient rajouter des connaissances qui puissent amener le confort au quotidien à nous tous. Et donc, je vais souvent revenir au pays pour dire que le pays qui aspire à se développer doit mettre un accent particulier sur la recherche. Et la recherche concerne tous les domaines. Il n'y a pas de domaine qui échappe à la recherche. Si vous avez des toilettes que nous faisons, que nous fabriquons à la congolaise, nous allons commencer par faire attention à la posture physique des Congolais, comment ils peuvent s'asseoir confortablement sur les toilettes, quel est le caractère, les potentialités de broyer le matière de ces toilettes pour être le plus performant, peut-être en utilisant le moins d'eau. Voilà, en fait, on est en questionnement régulier. Comme vous venez de voir, ces questions que je me pose, tous les Congolais se posent ces questions dans tous les domaines. Et comment est-ce que nous pouvons nous poser ces questions et ne pas mettre des structures adaptées pour pouvoir faire ces travaux de recherche et donc trouver des solutions que nous pouvons vulgariser, voire parfois vendre, et ce qui va rapporter de l'argent à notre pays. Tous les pays font ça. Et quels sont les éléments indicateurs d'une recherche scientifique? Alors, en fait, la recherche doit être organisée. C'est-à-dire, notre pays doit avoir ce que nous appelons avoir une politique de la recherche. C'est-à-dire, on doit savoir quels sont les domaines. Déjà définir les domaines qui nous sont prioritaires, ça va être à part, et puis les domaines de base où la recherche doit être continue tout le temps. Mais cette recherche ne doit pas se faire dans le désordre. Il y a des critères de base. Il y a l'éthique, il y a des choses simples. Ça doit se faire dans l'excellence, donc il y a des règles qu'on va établir. Et puis des critères simples, c'est-à-dire, par exemple, avoir l'éthique, lutter contre les antivaleurs. Je ne peux pas faire la recherche en allant tricher ou voler les travaux de mon collègue et dire après ça m'appartient. Ça c'est du plagiat, on copie, on triche et c'est passible des sanctions au niveau pénal. Voyez. Donc on a des règles qu'on doit mettre en place. Professeur, quelle est votre expérience dans les secteurs de la recherche scientifique et pouvez-vous nous parler de ce que vous avez déjà fait comme recherche jusqu'à ce jour? Très bien, on va rester dans le même fil d'idées. Donc en revenant
des États généraux de Lubumbashi, nous avions donc des idées très claires, très fraîches concernant la recherche que nous voulions revaloriser à travers le pays. Et donc le ministre avait pris cette option de commencer d'abord à l'université de Kinshasa, comme ça nous pouvions avoir une expérience avant de généraliser. Mais nous avions des éléments très clairs, nous savions, il fallait donc qu'on se mette d'accord sur ce qu'est la recherche. Donc il y a eu des séances, des travaux, des ateliers, des réunions multiples pendant quelques mois à l'université de Kinshasa. Les questions de se mettre tous d'accord sur ce que nous appelons recherche, qu'est-ce que nous entendons par recherche, comment nous voulons procéder, quelles sont les étapes à respecter lorsqu'on veut monter un projet de recherche et lorsqu'on a reçu les résultats, comment on peut aller jusqu'à le vulgariser, voire le commercialiser. Donc il y a des étapes obligatoires. Deuxièmement, il faut que derrière, l'université puisse venir valoriser cette partie de la recherche. Or, il vous souviendra que tous les professeurs d'université, pour parler des professeurs, ils ont tous fait ce qu'on appelle soutenu une thèse. C'est-à-dire ils se sont posés des questions dans un domaine précis, des questions pour lesquelles ils comptaient, eux, amener des réponses. Et lorsqu'on veut répondre à des questions qui se posent dans la communauté, cela veut dire qu'on fait de la recherche. Et donc pour que ça soit crédible, défendable à travers le monde, on va voir comment vous avez procédé. Est-ce que vous avez bien eu votre question de recherche de façon claire? Est-ce qu'il y a eu une méthodologie qui est acceptée à travers le monde, qui a été respectée? Une méthodologie qu'on peut aller vérifier pour se rendre compte que les résultats que vous avez sont crédibles. Il y a des étapes obligatoires. Et comme j'ai tendance à dire, il n'y a aucune raison que nous, les Congolais, qu'on soit à côté de cela. Lorsque nous voulons dire, je disais à quelqu'un, lorsqu'on veut dire qu'on a de bons joueurs, si nous avons de bons joueurs, nous allons les démontrer dans les grands championnats. Si nous avons de bons joueurs, mais ils jouent toujours derrière la maison, nous pouvons crier haut et fort que nous avons de bons joueurs. On va vous dire quels sont les résultats que vous avez obtenus sur le plan mondial, ou sur le plan africain, ou sur le plan national. Si nous avons une bonne équipe de léopards, ben on a démontré qu'ils ont eu cette Coupe d'Afrique, je crois, en 1974. Ou alors, il y a quelques jours, ils ont battu le Gabon. Donc on va dire, écoutez, on a une équipe congolaise qui joue à 11 comme les autres et joue sur un terrain de telle grandeur. Il y a un arbitre, ils respectent les règles du jeu, ils développent un football et ils arrivent à gagner. Comme ça, la victoire n'est pas discutable parce qu'on a suivi un cheminement. La recherche, c'est ça. Et donc, on a établi des règles. Nous avons commencé à l'issue de toutes ces réunions, établir des règles. Qu'est-ce que le chercheur, on attendait de lui, de tous les chercheurs de l'université de Kinshasa. Nous avons établi comme ça une douzaine d'indicateurs. Quels sont les travaux de publication que vous faites? Vous les publiez dans quel type de revues? Parce qu'on ne peut pas mettre dans n'importe quel journal. Il existe encore des revues scientifiques ici à Kinshasa? Il y en a. Nous avons 13 facultés à l'université de Kinshasa. Donc nous devrions avoir au minimum 13 revues qu'on appelle nous indexées, c'est-à-dire des revues qui ont une notoriété internationale. Il y a des critères, mais quand nous sommes arrivés, il y avait 2 revues. 2. Et d'ailleurs, la deuxième avait perdu son homologation. Il n'y avait que la faculté de médecine qui a une grande revue, une revue qu'on appelle les Annales africaines de médecine, qui, quand je dis indexée, c'est-à-dire ça a une valeur internationale. Revue indexée ne veut pas dire revue étrangère, comme les gens pensent le dire. Comment ça, on doit toujours dépendre de l'étranger? Non, c'est une revue congolaise, mais qui respecte les obligations, les normes internationales. Il publie des recherches des Congolais. Les Congolais et des étrangers qui se soumettent dans cette revue. Voilà. Il y avait les sciences agronomiques qui avaient perdu, puis finalement qui l'ont retrouvé. Et nous avons eu comme objectif de faire en sorte que chaque faculté revienne à avoir au minimum une revue indexée. Et c'est très difficile, parce qu'il y a des critères. Il doit s'inscrire, il doit après être soumis dans une plateforme. La plateforme vérifie le sérieux de cette revue. Est-ce qu'ils ont un comité de rédaction? Est-ce que ce n'est pas seulement des amis du même quartier qui écrivent leurs articles? Voilà. Donc on voit la valeur scientifique. Est-ce qu'il y a des représentants à travers le monde? Il y a plusieurs critères qui font qu'une revue est indexée. Et vous ne faites pas de demande. C'est-à-dire vous faites en sorte que votre revue soit comme ça. Et un jour, il y a des plateformes qui peuvent vous intégrer dedans. Donc c'est anonyme. Nous sommes partis de là. L'objectif était d'avoir 13, au minimum une par faculté. Vous pouvez attendre 5 ans, 10 ans pour qu'une revue devienne indexée. Aujourd'hui, vous avez combien de revues? Nous sommes passés à 4 revues indexées à l'université de Kinshasa et 6 autres étaient en attente d'être à la dernière étape pour devenir indexées. C'est du gros travail. Ça veut dire travailler avec ces responsables de revues
du travail avec nous à la recherche. Voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut faire les publications. Les articles doivent être lus et relus et corrigés. Donc on ne fait pas à la dentelle pour que les résultats qui sortent de là soient des résultats fiables. Il en va de l'honneur de notre université, donc de l'honneur de notre pays. Quand une revue publie des articles qui sont des articles, je vais dire, fantaisistes, on va considérer pas seulement ces chercheurs-là, tous les chercheurs de cette université, toutes les autorités de cette université, on va les considérer comme des complices. Et donc on va considérer votre pays comme un pays qui est fantaisiste en matière de recherche. Donc on a établi cela. On a établi en ce peu de temps ce que j'ai appelé les rankings. Je leur ai dit, voilà, vous avez ça comme indicateur, mais pour que ça soit bien obligatoire à tous, sachez que tous les 6 mois, il y aura un classement des chercheurs à l'université de Kinshasa, les rankings internes. Vous pouvez imaginer ce que ça peut entraîner comme remous. Mais nous avons fini par publier nos premiers rankings internes. C'est le 30 août, mardi, je crois, 30 août 2022, premier ranking. Et quels étaient les résultats? Ben, le résultat était magnifique. Vous vous rendez compte que, c'est-à-dire les collègues devaient envoyer sur une boîte, une plateforme internet, ils devaient renseigner les éléments, combien d'articles, combien de conférences ils ont participé, est-ce qu'ils ont eu des brevets, des reconnaissances, est-ce qu'ils ont eu des découvertes. Imaginez Muyembe, professeur Muyembe. Professeur Muyembe, il est à l'université de Kinshasa, il est à l'INRB, mais il est chef des services à l'université de Kinshasa. Tout ce qu'il fait comme travaux de recherche, connus à travers le monde. Vous ne pensez pas que ça a une valeur de fierté pour notre pays? Mais comment le faire savoir si nous-mêmes, sur le plan d'organisation de la recherche dans le pays, nous n'avons pas des codes bien définis, bien établis? Et donc, utiliser ces genres de personnes, le docteur Mukwege, qui font dans tous les domaines. La recherche, je ne vais pas citer tous les noms, mais nous avons des chercheurs éminents dans notre pays. Mais la particularité, c'était probablement que chacun travaillait un peu dans son coin. Et là, il fallait réunir les choses. Et donc, le classement qu'on a eu le 30 août, c'était curieux. Parce qu'il fallait voir le sérieux de ces rankings que nous avons montés nous-mêmes avec nos méthodes locales. Mais ça donnait un classement où finalement, ceux qui étaient connus meilleurs ailleurs étaient en tête de ces classements. Vous aviez le meilleur, en tout cas au bout des 6 mois, le professeur Muyembe qui était en tête, numéro 1. Vous aviez le professeur, comment on appelle, qui est Chimanga, qui s'occupe de l'école de l'eau, hein, de tout ce qui est, vous savez, le grand bassin du Congo. C'est une grande richesse dans notre pays. C'est important que nous ayons des chercheurs dans ces domaines et ces chercheurs qui font référence à travers le monde. Et un de ces chercheurs, c'est Chimanga. Il était numéro 2, numéro 3. Il y a un professeur qui est directeur dans la recherche scientifique et qui a une valeur incroyable, mais nous ne valorisons pas cela. Donc ils étaient en tête, et on a classé les 10 premiers. J'ai eu l'honneur d'être classé, mais anonymement, j'étais 8e dans ces classements. Wow, félicitations nous sommes environ 1300 professeurs, il y a environ le même chiffre des scientifiques, donc on va être autour, on va dire grosso modo autour des 3000. Et chacun de nous est censé faire un travail. Comment est-ce que notre pays, avec 3000, qui sont des chercheurs de haut niveau. C'est comme si on avait une équipe de football de haut niveau et nous n'avons pas de trophées. Nous n'allons pas nous satisfaire de cela. Donc on a fait un classement interne et ça a boosté les gens. Parce que ceux qui n'avaient pas fourni leurs résultats, ben, ils ont vu qu'ils étaient mal classés. Parce que c'était une procédure déclarative. Chacun devait déclarer. Ça, c'est au mois d'août 2022. Et la grande surprise que nous avons eue, c'est qu'en mettant toutes ces mesures, notre pays qui n'apparaissait plus dans les classements mondiaux depuis plusieurs décennies. Vous imaginez les grands Congo, même sa situation géographique, les recherches qui se font ici, comment est-ce possible que nous n'apparaissions pas? Nous n'étions même pas derniers, nous n'apparaissions plus tellement on était, voilà. Eh bien, au bout de cette année, une année de 12 mois donc, de toutes ces mesures, il n'y a pas que ce que j'ai cité, il y a d'autres mesures. Le 15 octobre 2022, eu un classement mondial qui s'appelle EduRank, c'est une institution américaine qui s'est fait de façon totalement anonyme, qui ne m'a pas écrit, qui n'a pas écrit à l'université, qui envoie les gens de façon anonyme, qui vont sur Internet, qui voient ce que vous faites. Eh bien, nous avons à nouveau été reclassés. Ma curiosité me pousse de vous poser la question de savoir si nous étions voilà notre place. Voilà.
Ben, on nous a comparé nous étions 1103 institutions africaines. Nous n'étions plus là depuis des décennies. Donc si on était 1103e, sur la 1103e, nous aurions fêté. Si nous étions 1000e, peut-être que nous aurions demandé une audience chez les grandes autorités. Si nous étions 900e, peut-être que nous aurions fait une... Mais nous étions 40e. Nous étions 62e pour la première réapparition. 62e sur 1103 institutions africaines. Première sur 65 institutions à notre pays. Donc ça a permis aussi qu'ils aillent regarder les autres institutions dans notre pays. Et on nous a comparé à environ 13 400 institutions mondiales. Donc là aussi, si on était 13 millième, on aurait été content. Si on était 10 millième, on était content. Non, on a été 3300e. Ça veut dire qu'il y a du travail dans notre pays qui se fait déjà. Que là, on l'a réorganisé. On s'est dit, il faut qu'on valorise ces résultats. Mais ces résultats, c'est une sorte d'éveil dans le monde scientifique. Exactement. Mais y a-t-il une vulgarisation? La fierté, ça a une valeur derrière. Ça a une valeur de recherche et une valeur d'argent. Ça rapporte. Ça veut dire que lorsqu'un chercheur congolais arrive quelque part, je me souviens quand cette publication avait eu lieu, nous sommes allés, on était reçus par une université européenne pour des travaux qu'on avait montés ensemble. Et bien, lorsque nous sommes arrivés dans cette université d'Europe, il y avait un grand panneau affiché devant cette université. Bienvenue à l'université de Kinshasa, 62e sur 103 institutions africaines et 3300e sur 13 400 institutions internationales. Félicitations, professeur. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Donc même les partenaires qui vous reçoivent, ils vous respectent. Ils savent, ils ont affaire à quel pays, à quel chercheur. Donc on peut leur faire confiance. Et donc eux peuvent dire, nous pouvons nouer des collaborations avec ce type d'université. Et qui dit collaboration veut dire des grosses sommes d'argent. Voilà, professeur Tchimpi, vous êtes un chercheur. Quelle est l'importance de la recherche scientifique dans une nation comme la nôtre? Comment est-ce qu'on pourrait-on se passer de la recherche? J'espère que si on partait d'ici, que j'aurais convaincu en tout cas un grand nombre de gens qu'on ne peut pas se passer de la recherche. Je vais donner des choses simples, peut-être d'actualité. Actuellement, notre pays est agressé dans la partie est du pays. Nos autorités font tout pour trouver des solutions à ce problème. Mais ces solutions-là, il y a dedans de la recherche également, ne serait-ce que sur le plan stratégique. Si nous devons former nos vaillants soldats qui sont au front, il y a du travail sur terrain, mais il y a de l'intelligence qu'on appelle l'intelligence stratégique. Mais ça demande beaucoup de recherche. Combien il faut être là? Comment se positionner? Comment les gens là... Je vais prendre même quelque chose qui sort de cela. Comment il faut alimenter ces gens, nos frères et sœurs qui sont au front? La recherche est derrière pour venir en appui pour trouver la solution à cela. Mais ça va plus loin. Nous avons des facultés de polytechniques chez nous. Nous avons des gens qui sont en sciences, qui peuvent fabriquer des armes, qui peuvent fabriquer des outils, qui peuvent fabriquer des munitions, qui peuvent fabriquer. Donc on ne peut pas se passer de la recherche dans une nation, dans un pays. Surtout les pays comme le nôtre qui aspirent à se développer. La recherche, les grandes entreprises de renommée. Vous savez, quand on a eu des téléphones portables, quand ça a apparu à l'époque, nous avions des grandes marques. Je ne vais pas citer pour... mais certains, voilà, Nokia, tout ça qui avait fait. Aujourd'hui, on ne parle plus de ces marques-là. D'autres marques sont arrivées. Pourquoi ils sont arrivés les autres et certains ont été étouffés? C'est de la recherche. La recherche évolue. Tout le temps. Vous devez améliorer constamment. J'ai donné cet exemple tout à l'heure. Vous savez comment étaient grands les appareils pour téléphoner à l'époque. Aujourd'hui, on est arrivé à les miniaturiser. C'est de la recherche. Et plus vous êtes en pointe, plus vous êtes un leader dans le domaine, mais plus vous apportez des capitaux. Donc la recherche, c'est une source de richesse, de connaissances, mais c'est également une source de richesse dans le vrai sens du terme. Mais professeur, qu'est-ce qui empêche la République démocratique du Congo d'être à la pointe de la recherche scientifique comme d'autres pays et quelles en sont les pistes et des solutions en tant que chercheur? C'est de mettre en place ce qui manque. Probablement, c'est la politique de la recherche qu'on doit valoriser. Il y a eu plusieurs réunions des chefs d'État depuis les années 80, 90, 95, où les chefs d'État africains s'étaient mis d'accord que la recherche dans chacun des pays africains devait être valorisée. Par exemple, ils devaient bénéficier d'un minimum de 0,5 à 1%
du PIB pour venir soutenir la recherche, au moins avoir une base. Mais derrière cela, je dis toujours qu'il faut qu'il y ait ces subventions, un soutien à l'université, d'abord prendre conscience de l'importance de ces taxes pour un pays. Mais deuxièmement, une fois qu'on a pris conscience, soutenir ça, donner les bases dans les subventions. Mais troisièmement, pousser les universités à créer elles-mêmes leur propre richesse. J'ai dit ça souvent à mes collègues, j'ai dit non, la plupart des universités à l'étranger sont très riches, extrêmement riches. Je ne vous donne pas l'exemple d'une université belge qui a un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard 400 millions d'euros qu'il touche par le fruit de sa recherche. Parce que les recherches qu'ils ont eues ont fini par produire 140 environ brevets dans le monde entier. Et ces 140 brevets leur apportent des pourcentages à la vente dans le monde entier qui amènent de l'argent. Et ces chercheurs-là ont des dividendes de leurs recherches. Qu'est-ce qui nous manquerait à nous, à Kinshasa ou ailleurs, de faire cela? Et donc à l'université de Kinshasa, par exemple, nous avions contribué avec l'équipe en place à mettre en place des projets de mise en valeur du site, par exemple, de Njili Brasserie. Vous savez, l'université de Kinshasa a de grands champs dans les 80-95 hectares et donc quasiment une partie a déjà été spoliée et ce qui reste n'était pas, on va dire correctement, n'était pas bien exploité, n'était pas exploité. Et donc, il n'y a aucune raison qu'une université qui a les sciences agronomiques, qui a la médecine vétérinaire, qui a le sciences d'environnement, qui a des polytechniciens, enfin je vais passer. On a les sciences économiques, vous avez des comptables, des gens qui sont là pour vous évaluer les coûts des travaux, des choses comme ça. Comment est-ce possible que l'université de Kinshasa, je prends cet exemple, comment il peut manquer de l'argent? C'est pas possible. Donc, des projets ont été discutés et démarrés à Njili Brasserie pour faire des travaux pratiques, planter, pour faire de la recherche sur ce qu'on plante, pour enrichir les plantations. Et demain, il y aura peut-être des épinards ou des tomates de meilleure qualité. Et une fois qu'on a acté, qu'on montre que ces tomates peuvent nourrir la population, ben on le passe à une structure qui va s'occuper de le vulgariser, de le valoriser. Et si on vendait des tomates, si l'université Kinshasa vendait des tomates, il gagnera de l'argent. Et cet argent, il y a une partie qui va venir financer la recherche et donc continuer à améliorer dans d'autres domaines. On crée ainsi un cercle vertueux. Professeur, pensez-vous que les recherches qui sont faites ici en République démocratique du Congo, des nombreuses recherches qui sont faites ici en République démocratique du Congo, répondent aux normes internationales en la matière? En tout cas, ils devraient l'être. Peut-être pas suffisamment, parce que justement, je pense que l'encadrement doit être réorganisé. Nous avons des ministres actuellement et à l'enseignement supérieur universitaire et à la recherche, l'actuel ministre, le docteur Kabanda, l'ancien ministre de la Défense, qui est lui-même un chercheur, c'est un doctorant. Donc, c'est des gens qui sont dans cette filière. Donc, on n'a aucune raison de penser que nous pouvons travailler à contre-courant. Quand je donnais l'exemple de l'équipe de football, ça suppose que nous respectons les normes internationales. Et donc, une norme qui est établie, norme ISO ou Intel, quand on fait une découverte, nous devons aussi, la République du Congo, être dans ces normes. Il n'y a aucune raison que nous n'ayons peur d'entrer dedans. Vous voyez, il y a des discours parfois qui disent « mais non, pourquoi nous devons toujours suivre les autres ?» Mais travaillons d'abord. Et lorsque nous serons plus forts, si demain, je prends toujours ces petits exemples du sport parce que ça parle aux gens, si demain nous devenons la meilleure équipe du monde et que nous pouvons dicter certaines règles, eh bien, nous allons peser dans les réunions pour dire cette règle, nous on aimerait qu'on le change, qu'on l'adapte comme ça. Mais nous on est derrière, loin derrière. Nous n'allons pas commencer par refaire le règlement. Nous allons d'abord montrer que nous sommes capables d'y arriver, de le respecter, avoir des résultats. Et plus nous allons devenir forts, plus nos résultats vont être connus, plus nous allons être respectés. Et plus nous serons respectés, plus nous serons écoutés. Et donc, les découvertes qui sont faites chez nous, je vous assure, allez à l'université, tous les jeudis et vendredis, par exemple, il y a une soutenance des thèses. Tous les jeudis et vendredis. C'est-à-dire une centaine de thèses soutenues chaque année. Si vous multipliez par le nombre d'années, ce n'est pas possible que nous n'arrivions pas à découvrir quelque chose qui peut être utile pour toute l'humanité. Peut-être c'est l'applicabilité de ces thèses-là. C'est exactement. Ça reste dans les tiroirs. Dans les tiroirs.
Donc nous n'avons pas cette structure qui doit suivre derrière, qui doit valoriser les résultats de la recherche. Je vous parlais tout à l'heure d'une politique de recherche, je ne sais pas, peut-être une agence ou quelque chose sur le plan national qui devra s'occuper de ce volet, vulgarisé. Et ce qui peut être mis en application, ce n'est pas compliqué, une fois qu'il est vulgarisé. Vous avez beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens qui ont des moyens et qui ne demandent pas autre chose que de valoriser, de venir financer des recherches qui ont fait leurs preuves. Vous voyez, ils vont sentir tout de suite que voilà, cette découverte-là va avoir de l'impact sur le plan mondial. Ils vont venir. Et donc, plutôt que de demander de l'argent avant de faire la recherche, faisons la recherche, même à un niveau plus limité, mais montrons que nous sommes dans la qualité, que nous pouvons avoir des résultats. Et il y en a des résultats. Il y a par exemple un collègue qui avait fait un travail, j'ai donné cet exemple de cette jeune voilà, qui faisait son mémoire. Mais vous imaginez quelqu'un qui met en place un produit pour détruire les insectes, insecticides, mais qui est respectueux de l'environnement, mais qui en plus enrichit le sol. Mais les pays beaucoup à gagner. Ont beaucoup à gagner sur le plan environnemental, développement durable. Une seule découverte. Vous voyez, Lionel Messi. Excusez-moi de faire des clins d'œil du sport parce qu'en fait, c'est des termes simples. Lionel Messi, pour avoir un Lionel Messi, l'équipe de Barcelone a investi sur plusieurs jeunes joueurs, des centaines voire de milliers. Ils ont mis de l'argent. Mais le jour où ils ont eu Lionel Messi, ils ont récupéré leur investissement. Parce qu'ils se sont investis dans une valeur et cette valeur est maintenant une icône au niveau mondial. La recherche, c'est pareil dans notre pays. Voilà, alors qu'il y a des experts dans notre pays, professeur Tchimpi, des femmes qui s'élèvent aussi dans la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Il y a des dames professeurs qui se font de plus en plus porter leur voix. Quel mot d'encouragement pouvez-vous leur adresser? Pas que d'encouragement. Le genre a toute sa place dans la recherche. Et je dirais même nous aurions tort de sous-estimer l'apport des femmes dans ce domaine. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, par exemple, si vous visitez l'université de Kinshasa, mais en fait, quand je parle de l'université de Kinshasa, je vais parler de toutes les universités. Vous verrez à l'Unikin, quand vous montez le parvis à l'entrée, il y a un beau tableau qui est là, qui est quelque chose que nous avons valorisé dès que nous sommes arrivés. Dès le 8 mars, pas de 2023, mais 2022, nous avions voulu mettre en honneur les femmes professeurs. Donc nous avons voulu savoir combien elles étaient, 104 à l'université de Kinshasa, 104 sur 1300, vous voyez le taux est encore très faible, on est vraiment en dessous de 10%, c'est pas bon, mais ces femmes travaillent. Et elles sont très bien organisées. J'ai dit coucou à leur présidente dynamique Bertenzinga, professeur. Toutes ces professeurs, dans leur domaine, il faut voir la qualité de travail qu'ils produisent. Je veux dire, la recherche n'a pas de genre, n'a pas de sexe. Hommes et femmes devons nous mettre ensemble. Et donc, ne pas nous priver de leurs compétences pour pouvoir booster la recherche dans notre pays. Regardez l'histoire, lisons l'histoire, vous allez voir les grandes dames, Marie Curie et consorts, qui ont fait des grands travaux, qui ont apporté des solutions pour l'humanité. Dans nos activités, nous avons 1 à 2 grandes conférences chaque mois. On appelle ça les grandes conférences de l'université. Nous serons invités cette fois-ci. Vous serez, bien sûr. Alors, je vais passer le message à mes collègues qui font le mais ils seront ravis que vous soyez invités. Parmi ces conférences, il y a eu des conférences, par exemple, qui étaient parrainées par la Première Dame pour faire la promotion des jeunes filles étudiantes qui puissent prendre leur place dans le milieu de l'enseignement supérieur universitaire et pourquoi pas au niveau de la recherche. Nous avons eu des conférences pour valoriser le jour la fête des femmes, nous avions des conférences pour valoriser les chercheuses. Voilà. Donc, je pense que par ces exemples concrets, en montrant ce que ça apporte, en plus que nous allons convaincre les gens, les parents, les familles, à laisser leurs filles aller dans ce genre de filière. Si vous allez voir par exemple ces tableaux en Polytechnique, j'ai dit qu'il y avait 104 femmes qui étaient, voilà, il y a leurs effigies, ça existe toujours. On a même on avait du mal à les enlever. Maintenant, c'est le problème de mes collègues derrière. Et là-dedans, on les avait distribués par faculté. Et bien, vous allez voir qu'en médecine, et la faculté de médecine était le plus pourvu des professeurs femmes, professeurs. Hein. Mais par exemple, la Polytechnique, il n'y avait il y a qu'une photo, Sandy Lubenga, que nous tous nous connaissons. Et donc, lorsqu'on voit ça, il y a eu de l'interpellation. Pourquoi là-bas, il y en a peu ou il n'y en a qu'une? Pourquoi pas ailleurs?
Et bon, on va donner tout ce qu'on peut donner comme explication. Et à la fin, je finissais en disant que, ben non, à travers le monde, vous allez en Polytechnique, vous allez dans ces facultés, il y a plus de femmes. Donc c'est à nous de voir quelles sont les mesures que nous pouvons mettre en place ensemble pour déjà nous éduquer nous-mêmes par nos traditions, que la fille, c'est pas forcément que celle qui fait la cuisine derrière, tout ça, celles qui et les hommes ont peur aussi d'épouser les femmes qui ont fait les hautes études supérieures. Bien sûr, voilà, c'est une femme qui le dit, que les hommes n'aient pas peur d'épouser les femmes qui ont fait de hautes études. Et dans le milieu de la science, de la recherche, ça ne devrait plus être un problème. Mais il y a eu ces mouvements depuis 2 siècles, hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, même en dehors. Lorsqu'on vous dit qu'un tel, je ne vais pas citer le nom qui a découvert telle chose, souvent quand vous voyez derrière, ben en fait le un tel en question ne travaillait pas tout seul. Très souvent, il allait travailler au laboratoire avec son épouse, hein, les Newton et tout ça. Mais lorsqu'on leur donne des prix ou qu'ils ont des prix Nobel, ils sont seuls. Qui peut-on appeler chercheur? Par exemple, un étudiant qui défend son TFC, un étudiant qui défend son mémoire de licence, est-il aussi un chercheur? Il est un chercheur parce qu'en fait, ça va du problème, est-ce qu'on a une question à laquelle on veut répondre? Pourquoi, lorsqu'il y a de la pluie dans notre pays, maintenant, il y a beaucoup de morts, il y a des noyades, il y a des bâtiments qui tombent avec des incidences? C'est une question. Et quelqu'un va se mettre à faire un travail pour répondre à cette question. Pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes d'embouteillage régulièrement à travers la ville de Kinshasa? À partir de cette question, n'importe qui pense qu'il a les compétences, qu'il a les éléments pour aller faire la recherche en respectant les étapes que je vous ai données tout à l'heure, il fait la recherche, donc il est chercheur. On peut être chercheur indépendant chez soi, parce qu'il y a une question qu'on voit, chaque fois qu'il fait plus de 35 degrés, j'ai l'impression que les tuiles ou les tôles qui sont de telle couleur, ça devient gondolé ou ça se perce. J'ai dit ça comme ça. Il va se poser une question pertinente, il va se dire il faut qu'on réponde à ça. Quand on a un projet de recherche, donc on va établir c'est quoi, c'est à quelle question, quel est le sujet qu'on veut traiter, à quelle question on veut répondre. J'ai donné toutes les étapes tout à l'heure, on doit les respecter. Est-ce qu'à travers le monde, la question que je me pose, est-ce que ça a déjà été traité ailleurs ou pas? Nous on dit ça, on va faire une revue de la littérature ou faire des généralités, une revue générale. Donc lorsqu'on va voir que, tiens, ça n'a jamais été traité ailleurs, ou ça a été traité ailleurs, mais sous le climat de là-bas, ça mérite d'être traité chez nous, donc je vais faire un travail. Professeur, il y a certaines langues qui disent que les recherches qui sont faites en Afrique et au Congo sont toujours discriminées parce qu'on dit que ce n'est pas, ça ne répond pas aux standards internationaux, ça ne répond pas aux normes, quoique ça soit des recherches qui sont vraiment bien approfondies et de qualité. D'abord, il y a des produits, des fruits de recherche beaucoup trop peu nombreux, mais ça existe, des produits qui ont un impact sur le plan international. Mais votre remarque est réelle. C'est à nous de faire connaître au monde entier que de valoriser notre recherche, c'est ce que nous faisons, et de montrer que nous respectons les étapes. Lorsque nous faisons un travail ici, mais que nous le publions dans une revue qui a une notoriété internationale, les autres les lisent dans les 4 coins du monde. Ils vont dire, tiens, dans ces pays, il y a du travail. Ils vont commencer par vérifier, est-ce que cette publication est valable? Et nous avons des critères pour savoir si une publication n'est pas une tricherie. Ils vont le vérifier. Et une fois qu'ils vont vérifier, ils vont se dire, chaque fois qu'ils auront ces problèmes-là, il faut chercher un expert dans tel pays. Vous avez mis sur place un logiciel anti-plagiat. Comment est-ce que ce logiciel a été accueilli par vos collègues chercheurs? Je vois bien qu'il est à la page. Hein. Voilà, lorsqu'on fait de la recherche, il y a quelques principes obligatoires qu'on doit respecter, notamment l'éthique, l'excellence et la lutte contre les antivaleurs. On ne peut pas être dans ce domaine-là et voler les résultats d'un autre. Lorsque vous utilisez les résultats d'un autre, vous devez citer son nom, comme a trouvé un tel. C'est une valeur scientifique, ça veut dire que vous êtes au courant et vous voulez améliorer cela. Et donc, lorsque vous publiez un article, lorsque vous faites un TFC, comme vous disiez tout à l'heure, vous faites un mémoire, vous faites une thèse, voilà, vous avez des éléments dedans, nous devons nous assurer que ce que vous avez écrit ou ce que vous dites elles sont bien le fruit de votre réflexion, de votre travail. Et il y a plusieurs façons de les vérifier, et notamment ce qu'on appelle actuellement des logiciels anti-plagiat.
c'est-à-dire à l'université de Kinshasa actuellement, et ce serait bien que ça soit appliqué dans toutes les universités au niveau de notre pays, ou tous les instituts supérieurs, parce que ce n'est pas encore le cas actuellement. Le travail va passer dans ces... D'abord, il est étudié par une équipe, des assistants, de mes assistants qui voilà, envoyaient des critères, et on le passe dans ces logiciels anti-plagiat. Un logiciel qui est un logiciel international, homologué partout. Et donc, on avait sélectionné après une demande. On va le passer. Ce logiciel a comme objectif de nous dire, tiens, dans ce travail, page X, de telle phrase à telle phrase, ça a été plagié, ça a été copié. Et ça, il vous dit même, ça a été copié dans tel document. Il vous dit même quel est l'auteur. Voilà, donc ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas copier un travail de quelqu'un, vous changez votre nom. On l'a fait à Bandundu, par exemple, vous allez le présenter à il y a des faux, il y a des doctorats plagiés, il y a des faux diplômes, disons-le. Et donc, à travers le monde, hein, ce n'est pas une spécialité du pays, mais il y a quand même des filières qu'on doit éclaircir dans notre pays. Et donc, ce logiciel anti-plagiat est maintenant d'application à l'université de Kinshasa en tout cas. Et je sais que plusieurs universités font les démarches pour pouvoir l'acquérir. Comment les gens l'ont accueilli finalement nous intéresse peu. Ce qui nous intéresse, c'est que ça soit mis en application et que tout le monde aille vers l'excellence. On discute de ça ensemble. Celui qui trouve quelque chose à redire, il vient voir les autorités. Il en discute. Vous avez compris. Et on a placé un seuil dans les universités, un seuil acceptable. Actuellement, à l'université de Kinshasa, c'est 15%, mais le seuil qui est amené à descendre en dessous des 10%. Il y a des universités au monde qui sont à 15%, d'autres à 10%, et des universités qui n'admettent pas le plagiat. C'est du vol, hein, en dehors de quelques éléments acceptables au niveau scientifique, mais dans le reste des cas, c'est du vol. Il y a des ministres qui ont été démis de leurs fonctions à l'étranger, en Allemagne par exemple, parce qu'il s'est avéré qu'ils avaient des diplômes de professeurs, mais leur travail de thèse avait une grande partie de plagiat. Donc vous pouvez être traîné devant la justice et perdre votre titre universitaire s'il s'avère, et ça n'a pas de limite, s'il s'avère que votre travail scientifique, en fait, n'est pas, ce que vous dites le vôtre, n'est pas le vôtre, qu'il appartient à un autre collègue à qui on doit restituer ce qu'on appelle sa propriété intellectuelle. Merci professeur, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau de notre émission Les Panthéons du Savoir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission déjà. Oui, des bonnes choses ne dire pas. Un mot de la fin pour aujourd'hui, bien sûr. Non, vraiment merci beaucoup de permettre de parler de la recherche et je pense qu'il faudrait remultiplier cela. Souvent, lorsqu'on demande les télévisions, on leur demande les émissions de culture telles, il faut qu'il y en ait beaucoup, mais on va voir que les audiences sont faibles. Mais ces faibles audiences ne doivent pas vous faire décourager. C'est très important pour une nation. La recherche, on ne peut pas s'en passer. Nous ne pouvons pas nous en passer. Vous voyez, pendant que nous sommes là, regardez tout ce que nous utilisons comme outils, le matériel que nous utilisons. Mais on peut avoir des productions made in Congo. Pourquoi pas? Mais il faut booster la recherche. Donc, c'est bien ce que vous faites. Nous sommes prêts. Je pense que nos autorités, ceux qui nous conduisent, ils prendront le temps d'écouter ces types d'émissions pour finalement voir qu'est-ce que la population attend. Chacun dans son coin, mais tous ensemble. Je pense qu'en mettant la recherche là-dedans, dans tous les domaines, je répète, il n'y a aucune raison que notre pays puisse être toujours dans les fonds de classement. La recherche scientifique a une importance capitale pour le développement d'un pays. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour votre plaisir le professeur Dr Antoine Chimpi Ouolo, ancien secrétaire général en charge de la recherche scientifique de l'UNIKIN. Avec lui, nous avons parlé de l'avenir de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Quant à moi, par Fengai, on vous dit au revoir et bonne continuation au programme de la Radio-Télévision nationale congolaise, votre voix, vecteur de l'unité nationale. Ciao.